Bonjour à tous. Aujourd'hui, au balado, on reçoit Mesdames Pauline Delphini et Clara Audouin, toutes deux criminologues et coordonnatrices des services offerts par Ça suffit. Bonjour, Mesdames, vous allez bien? Bonjour. Bonjour, ça va bien, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation afin de faire connaître davantage le service Ça suffit. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur qu'est-ce qu'exactement le service? Ça suffit, c'est un programme de prévention qui a été créé depuis juin 2021 au Québec pour en fait offrir de l'écoute et du référencement pour des personnes qui auraient des fantasmes sexuels socialement inacceptables et donc notamment des fantasmes sexuels envers des personnes mineures. Donc on a une ligne d'écoute, un service de clavardage et un site internet avec des modules d'auto-assistance. Service, c'est sûr que nous, on écoute les personnes, puis on essaye de les référer pour qu'ils puissent avoir un suivi avec des professionnels qui sont compétents justement dans ces domaines-là. Donc, peu importe où ils sont au Québec, on a un système de référencement qui permet de les relier aux professionnels qui sont les plus proches de chez eux. OK, c'est extrêmement pratique. De quelle façon est-ce que ça fonctionne? Vous disiez là, qu'il y a un service de clavardage, un numéro de téléphone, etc. Lorsque la personne qui a besoin d'aide appelle, de quelle façon est-ce qu'il est dirigé ou aidé? La première chose, c'est que on va peut-être y revenir, mais c'est des bénévoles qui répondent aux appels puis aux demandes de clavardage. C'est des bénévoles qui sont souvent des étudiants et étudiantes en relation d'aide qu'on a formés et qu'on a sensibilisés justement aux fantasmes socialement inacceptables ou aux fantasmes envers les mineurs. Donc, ils écoutent. La première chose qu'on leur demande, c'est de faire de l'écoute active, d'accueillir la personne dans comment elle se sent aujourd'hui. Puis, si la personne se sent prête aussi à ça, à pouvoir la référer à des professionnels. Nous, c'est toujours anonyme et confidentiel. Donc, la seule chose qu'on va demander à l'appelant, c'est est-ce qu'il se sent à l'aise de nous dire où est-ce qu'il se situe au sein du Québec pour qu'on puisse le référer au professionnel le plus proche. Les bénévoles ont un cahier de référence avec les organismes qui travaillent avec ces personnes-là. OK. Puis de quelle façon est-ce que le service est... Ça, dans le fond, c'est en grande partie par le CIDS, le Centre d'intervention en délinquance sexuelle, qui reçoit des subventions provinciales notamment. Et puis de plus en plus, c'est un petit peu toujours un enjeu, notamment au niveau des services de prévention. Donc on cherche des partenaires, mais c'est effectivement un service qui est gratuit et anonyme. Le fait d'avoir accès aussi à des bénévoles, ça fait en sorte que comme les coûts peuvent être supportés. Mais c'est aussi ça qui fait en sorte que nos horaires d'ouverture, c'est du lundi au jeudi, de 9h à 18h. Dans un monde idéal, on serait ouvert tous les jours, 24 heures sur 24. Mais Ouais. c'est sûr que ça prend aussi des ressources humaines et financières qu'on n'a pas présentement. Mais c'est sûr qu'on a des pourparlers, notamment avec le RIMAS, notamment avec des personnes dans les différents ministères pour justement avoir accès à des subventions, que ce soit pour le fonctionnement de Ça suffit, mais également pour tout ce qui est de la médiatisation. Parce que d'avoir un beau service, c'est bien, mais il faut qu'il puisse être connu, que Exact. les gens puissent savoir qu'en fait ça existe pour qu'il soit le plus efficace possible. Mhm. Puis vous me disiez tantôt là, justement que c'était des bénévoles qui assurent justement la réception des appels. Ces bénévoles-là, vous les formez, vous disiez? Oui, exact. Déjà, c'est des personnes qui sont recrutées dans des milieux universitaires en relation d'aide. Donc, on a des gens en psychologie, en criminologie, en sexologie. On a eu des gens parfois en neuropsychologie, travail social, etc. Donc, c'est quand même déjà des gens qui ont un peu une propension à la relation d'aide, qui peuvent avoir de l'expérience dans différents domaines d'aide. Et puis, ils sont formés, donc c'est une journée complète. Et puis, chaque mois, en fait, on a des rencontres avec les personnes bénévoles pour justement s'assurer un suivi, puis de la formation en continu, puisque ça suffit à ratifier une charte internationale avec d'autres lignes d'écoute francophones, notamment en Europe. Et donc, une des ententes qu'on a prises en tant que ligne d'écoute, c'était vraiment de pouvoir continuer à former les personnes en fait, les répondants. Et donc, on demande justement à différents professionnels de pouvoir venir faire des interventions. Christian Joyal est venu parler des fantasmes. On a aussi des psychologues, sexologues, tout ce qui est au niveau de la compulsion sexuelle. On essaie vraiment de diversifier les formations qu'on peut donner pour que ça puisse aider les bénévoles au maximum. Génial. Puis à qui est-ce que ce service-là peut être utile?
Mais c'est pour ça aussi qu'on essaie de diversifier les professionnels qui viennent former, parce qu'on se rend compte qu'on n'a pas que des personnes qui appellent pour des fantasmes sexuels envers les mineurs. On en a effectivement, puis là, donc, ça s'adresse principalement à eux, donc ça veut leur dire que les fantasmes, effectivement, c'est pas criminel, c'est ce qu'ils vont en faire, donc ils peuvent recevoir de l'aide avant d'être judiciarisés, puis ça, c'est l'objectif. Mais on a aussi des personnes qui peuvent se dire accros à la pornographie, on a des personnes qui peuvent se dire qu'ils ont des fantasmes. On a eu des personnes avec des fétichismes, des personnes qui se travestissent, donc tout ce qui peut être en fait souffrant. Puis c'est ça, notre mission, c'est vraiment de réduire la souffrance émotionnelle pour que ces personnes-là puissent fonctionner mieux et prévenir, peu importe le type de violence sexuelle. Ok, génial, parce que j'imagine que malgré qu'au départ, c'était une ligne pour les fantasmes sexuels problématiques, vous refusez pas personne qui va téléphoner si c'est en lien justement avec la sexualité, etc. là. Non, effectivement. On répond à tous les appels, puis on va offrir des références. Euh, je pense qu'il y a quand même aussi un manque au niveau de l'aide de la sexualité en général. Et puis, on veut justement, dans une logique de prévention, par exemple, quelqu'un qui aurait une problématique de masturbation compulsive. Donc, c'est pas forcément relié à des fantasmes socialement inacceptables. Mais encore une fois, on préfère arrimer ces personnes-là à des professionnels qui sont compétents directement, plutôt que justement Mhm. faire en sorte que l'aide vienne vraiment plus tard et que possiblement il y ait le développement de plus grosses problématiques ou d'une souffrance émotionnelle dans les cas les plus intenses puissent mener par exemple à des tentatives de suicide ou des suicides. Exactement. Est-ce que vous avez une moyenne environ de gens qui vont utiliser le service par jour? On en a une par mois. Ok. En moyenne, je pense qu'au niveau des appels, on est entre 40 et 50 appels par mois. C'est sûr Ok. que c'est des chiffres qui augmentent. Au début, on n'en avait pas autant. Et puis, il y a des périodes. Parfois, c'est un petit peu compliqué aussi à prédire. Souvent, l'été, ou autour des grosses fêtes, on a un peu moins d'appels parce qu'on s'imagine que les personnes sont plus occupées. Mais parfois, on a aussi un peu des surprises. Souvent au mois de janvier, c'est là où on a plus d'appels parce que les fêtes de Noël sont passées. Donc on peut s'imaginer que possiblement qu'il y a eu des regroupements de familles et que peut-être que ça a pu activer soit certains fantasmes ou certaines détresses. Et puis au niveau du clavardage, ça augmente vraiment de plus en plus. Mais je pense qu'on est entre 15 et 20 clavardages par mois également. Euh, C'est une Puis bonne c'est sûr moyenne. que Oui, c'est sûr, nos statistiques aussi, elles augmentent en fonction de nos espèces de moments de médiatisation. On avait fait une vidéo de promotion avec Urbania au début, ça nous a beaucoup aidé. Puis on Mm. a eu plusieurs sorties aussi quelquefois dans les médias, une campagne aussi publicitaire qui fonctionne avec Pornhub. Puis ça attire beaucoup plus de personnes sur le clavardage ou sur les appels. Oui, c'est certain. Donc, tantôt, on disait que c'est un service qui est complètement gratuit pour les utilisateurs. De quelle façon est-ce que vous protégez la confidentialité justement des personnes qui vont téléphoner? Déjà, il n'y a rien en système d'authentification, donc on ne leur demande pas leur nom, prénom, adresse ou quoi que ce soit. Donc, par contre, ça peut arriver aussi, c'est arrivé à quelques reprises que certains appelants veuillent s'identifier, mais sinon, Mhm. encore une fois, c'est toujours anonyme et confidentiel. Donc, on ne demande rien comme données pour l'appelant. mhm. Et puis ça, c'est par téléphone, mais également sur le site Internet. Donc, on parlait qu'il y a des modules d'auto-assistance qui sont comme des petits exercices qui ont vocation à ce que les personnes puissent amorcer un peu un cheminement individuel depuis chez elles. OK. Alors, ça remplace aucunement un suivi professionnel, ça, on le mentionne, puis c'est inscrit sur le site Internet. Mais par exemple, les personnes peuvent créer un nom d'utilisateur pour voir leur progression. Mais il n'y a pas d'adresse courriel qui est demandée. Nous, on n'a aucune donnée par rapport à ça. Et puis, justement, je fais le pont par rapport aux statistiques qu'on donnait. Ça, c'est nous, on compile certaines statistiques à des fins justement de subvention, de pouvoir montrer Mhm. l'efficacité puis les effets de nos services. Mais comme disait Clara, il y a aucune donnée identificatoire. Donc, c'est vraiment, par exemple, par téléphone, si on a le genre de la personne, la durée de l'appel et puis le motif un petit peu de l'appel. Après, c'est sûr que on est quand même régi par certaines lois, puis ça c'est important de le dire, c'est mentionné
Dans le fond, quand une personne appelle la ligne d'écoute, ça suffit. Il y a un message automatisé qui explique bien un peu c'est quoi les bornes légales. Donc, notamment, en fait, par rapport au signalement. Donc, si on avait une personne mineure qu'on est capable d'identifier et dont la sécurité et le développement est compromis, on est dans l'obligation de faire un signalement au DPJ. Pas tant parce que ça suffit, mais parce que même en tant que citoyen lambda, tout le monde est obligé de faire ce signalement. Tout à fait. Donc c'est sûr, puis même sur le clavardage, c'est des choses qui sont mentionnées parce qu'on veut vraiment travailler en toute transparence. Et c'est sûr que c'est un service qui s'adresse à des personnes qui vivent une souffrance émotionnelle. On n'est pas là les bénévoles ne sont pas là pour écouter les fantasmes sexuels. C'est pas une ligne érotique. Donc ça, c'est Non. vraiment précisé. Puis c'est un cadre qui est important à respecter. C'est la même chose pour le clavardage aussi. J'imagine qu'il n'y a pas d'adresse IP qui va être collectée. Exact. Puis, lorsque les personnes font appel justement au service, quelles ressources d'aide peuvent leur être suggérées à court moyen terme? C'est sûr que ça va dépendre encore une fois des zones géographiques, les ressources. Il y a beaucoup de centres membres du RIMAS auxquels on peut référer en fonction de où se trouve la personne. Puis si, mettons, c'est des personnes qui sont un peu plus éloignées en région, souvent on réfère aux ordres professionnels, au CLSC, donc ça va être... Ou parfois aussi à d'autres lignes d'écoute parce qu'on se rend compte que finalement, c'est pas tant la sexualité qui est problématique, puis c'est plus... ça peut être parfois des idées suicidaires ou quoi que ce soit, donc de référer aux bonnes ressources, c'est ça qui est le plus utile. Est-ce qu'il y a certains suivis qui est établi avec les utilisateurs, les utilisatrices du service? Pas du tout, non. Étant donné que c'est quelque chose qui est anonyme et confidentiel, parfois, lors des rencontres mensuelles avec des bénévoles, il y a des appels réguliers. Puis c'est des histoires qu'on est capable d'un appel à l'autre. Les bénévoles, parfois, ont déjà parlé à la personne, connaissent l'histoire. Mais ce qu'on demande, c'est que par souci de confidentialité, que l'appel recommence de zéro. Et donc, non, il n'y a aucun suivi qui est effectué. Puis c'est pas la vocation ça suffit, c'est pas de faire de l'intervention. C'est pas des professionnels qui répondent, c'est des gens qui sont formés, qui sont habilités à le faire, mais c'est pas une psychothérapie ou une relation d'aide par téléphone. C'est pour ça que c'est vraiment un relais entre les appelants et les professionnels qui sont compétents et à l'aise. Exactement. Puis, de quelle façon est-ce que l'idée d'une ligne téléphonique comme celle-là vous est venue? Mais c'est sûr qu'on se rendait compte, puis la littérature, les chercheurs de manière générale, que l'intervention en délinquance sexuelle, elle se faisait toujours après, une fois que la personne avait été passée à l'acte. Donc ça a comme deux enjeux. Notamment, il y a déjà des victimes, puis en plus de ça, la personne aussi a des conséquences au sein de sa vie. Donc en termes de prévention, c'est quelque chose qui commençait aussi à se réfléchir de manière internationale. Pauline et moi, on a fait nos mémoires aussi de maîtrise en criminologie sur la prévention. Donc, c'était aussi ça un peu l'origine. Puis au CIDS, c'était des discussions qu'il y avait déjà depuis quelques temps. Il fallait juste comme les concrétiser. Donc, au bout d'un moment, on s'est dit ça serait intéressant de pouvoir avoir une ligne d'écoute, sachant que c'est quelque chose qui se faisait déjà à l'international. L'Europe avait déjà des lignes d'écoute, des programmes de prévention, notamment en Allemagne avec le Dunkelfeld. Et finalement, en Amérique du Nord, au Canada et au Québec, il n'y avait pas grand-chose qui était encore en place. Donc, c'est ça. C'était pour pallier aussi un vide de service. C'est une très bonne idée aussi, là. De mémoire, il y avait aussi, c'était des rapports, mais d'organismes en plus victimologie, victimes de violences conjugales et sexuelles, qui justement pressaient un petit peu les instances gouvernementales de créer des lignes d'écoute qui soient anonymes, confidentielles, en prévention pour des personnes qui ne sont pas judiciarisées. Donc ça aussi, on a pu s'appuyer sur ce genre de texte pour justement justifier la nécessité d'offrir ce genre de service. Et puis on voit là, justement avec les chiffres que c'est quelque chose qui est très bien utilisé, là. Exactement. Et puis, c'est parce qu'il y a aussi une partie des personnes puis on ne le sait pas parce qu'on n'a pas de chiffre là-dessus, mais une partie, voire une grande partie de ces personnes-là qui auraient des fantasmes sexuels socialement inacceptables envers les mineurs, qu'on n'arrivera jamais à rejoindre parce que ce n'est pas des gens qui passent à l'acte. Oui. Donc, finalement, nous, on arrive effectivement une fois qu'il y a eu une violence sexuelle, un délit sexuel qui a été commis, il faut qu'il y ait de l'intervention judiciaire et psychosociale qui soit offerte. Mais finalement, il y a toute une partie de cette population-là qui souffre et qui ne reçoit jamais d'aide. Je vous remercie les filles. Moi, ça fait le tour des questions que j'avais à vous poser. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaiteriez rajouter sur le service ou sur un sujet connexe peut-être?
Ben, je pense qu'un des messages qu'on essaye de répéter et de répéter, c'est qu'on peut toujours venir demander de l'aide avant qu'il y ait un acte qui soit judiciarisable. Donc, s'il y a des personnes qui nous entendent, puis parce qu'il y a beaucoup d'obstacles hein, à venir demander de l'aide, on a peur, on a de Ouais. la honte, on a de la culpabilité, on pense qu'on va être dénoncé. Nous, effectivement, la confidentialité, elle est levée que s'il y a une personne mineure qui est à risque ou qui a été victime d'abus sexuels. Mhm. Mais avant ça, s'il y a des fantasmes ou quoi que ce soit, nous, on est capable de vous mettre en relation avec des professionnels qui vont pouvoir vous aider. Mhm. Donc, il ne faut pas hésiter à faire appel au service. Exact. Et puis, c'est également un service qui s'adresse principalement à des personnes qui sont concernées par la problématique, mais également des personnes de l'entourage, des proches, parfois, qui peuvent avoir des questionnements. Appeler ça suffit, des professionnels. On sait qu'il y a quand même aussi un manque de formation, donc on travaille fort aussi là-dessus pour pouvoir offrir des formations aux professionnels qui auraient en suivi des personnes qui dévoileraient des fantasmes ou des intérêts sexuels socialement inacceptables. Des personnes victimes aussi, c'est des personnes qui peuvent nous appeler. Encore une fois, ça n'a pas une visée thérapeutique, mais parfois ça fait du bien de savoir que il y a de l'aide qui existe. Parfois, c'est pour essayer de comprendre. Donc, tout le monde est le bienvenu à appeler pour avoir des informations, pour avoir des questionnements. Sur notre site internet, il y a notre adresse courriel également. Ça, c'est Clara, Gabrielle Teinturier, qui est notre chargée de projet, et moi-même qui répondons au courriel. Donc, n'hésitez pas, il n'y a pas de mauvaises questions. Et puis, ça va nous faire plaisir de vous répondre. Et moi, je vais mettre toutes les informations de Ça suffit, tant le site Internet que le lien vers le clavardage, numéro de téléphone dans la barre de description de la capsule. Fait comme ça va être très facile pour tout le monde de pouvoir y avoir accès aux besoins. Superbe. Parfait. Merci beaucoup. Merci pour votre temps. Merci. Pas de problème. J'espère que ça va donner encore une plus grande visibilité à la ligne parce que je pense moi aussi que c'est quelque chose de très important. C'est très apprécié. Merci beaucoup. Merci beaucoup.